Si je débarque, je te dis je rentre chez toi, je change le truc et je vais contrôler ce que tu fais. Bon, toi t'es un ingé ou t'es un scientifique, y a pas de problème, mais tu vas dire mais c'est quoi mon bénéfice moi dans cette histoire ? T'as pas de bénéfice ? C'est à peu près normal que tu dises que t'es pas d'accord. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir à la Cité de l'IA Gilles Babinet. Bonjour Gilles. Est-ce que tu pourrais te présenter et tes nombreuses responsabilités aussi au niveau de l'écosystème ? Alors je suis un entrepreneur dans le domaine du numérique et puis depuis une dizaine d'années je m'intéresse pas mal aux enjeux de politique publique et de numérique au travers du Conseil national du numérique, de la mission IA. D'accord. Et puis d'autres organismes également. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement aujourd'hui à Lille. Et donc, peut-être pour démarrer notre échange, c'était un peu l'échange qu'on avait en préambule avant de commencer cet enregistrement, c'était de se projeter ensemble sur notre écosystème technologique autour de l'IA en France et finalement, quels sont nos atouts et quelles sont les chances de cet écosystème pour devenir parmi les leaders. Quelles sont les bonnes politiques publiques peut-être qu'il faudrait lancer ? C'est the big question. En fait, déjà, le premier truc, c'est que je pense qu'il ne faut pas aller sur les coups qui sont déjà joués. Oui. Donc, faire des méta-plateformes B2C, c'est difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais... La place est déjà prise quelque part. Hein. Ouais, il y a... Voilà, et en plus, c'est impressionnant parce qu'ils offrent leurs services quasiment gratuitement et tout. D'ailleurs, il y a un petit sujet d'antitrust en passant, mais... Oui, tout à fait. Me semble-t-il, enfin moi, ce que je vends beaucoup, c'est l'idée que un truc à jouer en France, c'est l'environnement. Oui. Pourquoi ? Parce que il y a plusieurs choses. D'abord, il y a pas mal d'acteurs de l'environnement. Il y a des Suez, des Veolia, des grands acteurs, etc. Absolument. Qui fait qu'on est fort dans ces services-là. L'électricité, c'est un facteur de décarbonation et on est des leaders mondiaux dans l'électricité. Ouais. On a au moins 6 leaders, Sonepar, Rexel, Schneider, Legrand, EDF Engie. Oui. Voilà, des gens qui ont des gros PNL sur ce sujet. À mon avis, il n'y a que 2 choix à leur égard. C'est soit ça devient des plateformes, soit ils disparaissent. Ou ça devient des acteurs secondaires, entre guillemets. Oui, c'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui de compétitivité, de compétition mondiale, il est très fort. On passe à une autre échelle, quoi. Et je crois que pourquoi l'environnement ? Parce que l'environnement, c'est un truc qui rejoint 3 choses. C'est l'innovation, les usages, la façon dont collectivement on décide de se déplacer, de vivre, et tout ça, et la régulation. D'accord. Et en fait, sur ces 3 trucs, on est plutôt bien placé. C'est-à-dire que on a une régulation qui est un peu colbertiste, nationale, et tout ça. On est capable de pousser des lois au niveau européen ou national qui sont quand même assez, qui ont une grosse empreinte. Au niveau de l'innovation, on peut pas nier qu'on est bon en IA, quoi. Il se passe des trucs. Puis maintenant, il y a une scène start-up qui est plutôt pas mal. Et au niveau des usages, je pense qu'on est, pour pas mal voyager, on est un pays qui est assez sensible à l'environnement et qui est prêt à faire des efforts. C'est pas le cas de tous les pays. Moi, je jouerais cette carte-là, puisque tout à l'heure, juste avant qu'on passe à l'antenne, on parlait de supply chain qui a l'air d'être ton dada. Absolument. Moi, je pense que si on faisait des supply chain réversibles circulaires à base d'IA, qui est un truc qui a s'arracher les cheveux. C'est vraiment compliqué. C'est complexe, ouais. Et quand c'est compliqué, ça veut dire que l'IA, il y a peut-être un truc à faire. Exactement. Voilà. Pour rendre cette complexité simple pour les décideurs et les utilisateurs. Voilà. Mais du coup, c'est une réflexion très intéressante. Effectivement, l'environnement est un axe sur lequel il y a des industries. Mais d'une manière plus générale, est-ce que finalement, on n'a pas... Alors, c'est un diagnostic peut-être personnel, mais est-ce qu'on n'a pas quelque part atteint une espèce de point de bascule où il faut réussir à faire basculer le système de l'autre côté, c'est-à-dire à déployer des systèmes d'IA maintenant sur les processus critiques des entreprises. On a parlé de la supply chain, on peut parler de la production, on peut parler d'autres processus qui sont comme ça au cœur de l'activité des entreprises. Et qu'est-ce qu'il faudrait, c'est une question ouverte, pour accélérer cette prise en main finalement des entreprises françaises et européennes sur cette technologie et idéalement même avec des acteurs technologiques européens, des startups ou des groupes locaux. Quelle est ta vision ? J'ai pas la réponse à ça, et pourtant je l'ai cherché. J'ai beaucoup fait de travaux sur les enjeux de transformation digitale, et j'ai fait pendant des années un truc qui s'appelle le ICAC, qui était le baromètre de la transformation digitale des entreprises du CAC 40, avec les Échos. Pour être franc, je pense que les entreprises se transforment assez lentement. Pour une raison assez simple, c'est que elles ont des trimestres à délivrer, elles doivent rendre des comptes à leurs actionnaires, et que c'est très difficile d'être au four et au moulin en même temps. Et donc, de fait,
c'est assez impressionnant parce que en 15 ans, quand on mesurait les entreprises du CAC, on est passé en gros d'une note de 8,5 à un peu moins de 12. D'accord. Donc c'est quand même... ça évolue, mais pas vite. Ouais. Si je fais faire le même exercice à un étudiant et qu'en 15 ans, il progresse de 8,5 à 12, je me dis qu'on a un problème, quoi. Ouais. Mais est-ce que ChatGPT, qui est un peu rentré par la fenêtre dans beaucoup de boîtes et qui finalement fait évoluer les esprits, ne peut pas être une opportunité de révolutionner la vision des décideurs? Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a deux approches. Il y a ce que moi j'appellerais l'approche à l'intérieur des workflows, c'est-à-dire où je fais des gains incrémentaux, mais je touche surtout pas à l'ensemble de mon workflow. Et puis il y a l'approche où je repense complètement le modèle d'affaires, et le modèle productif au travers de ce genre de choses. Ce modèle-là, il y a moi j'ai pas vu d'entreprise pour le moment le faire. Je vois beaucoup de startups arriver à être extrêmement disruptives là-dessus, mais quand on regarde, et les cabinets de conseil malheureusement n'aident pas tellement, parce que ce qui rassure tout le monde, c'est de faire des quick wins incrémentaux et pas de faire le grand soir. Je dirais, il y a peut-être aussi un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas évident quand on a un grand groupe du CAC 40 ou même qui fait quelques milliards de chiffre d'affaires, de dire je vais confier mes opérations critiques à une start-up qui fait quelques centaines, voire 1 ou 2 ou 3, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et elle manque un peu de surface financière. Et est-ce que ça peut pas être justement un des axes des politiques publiques de mettre beaucoup d'argent sur quelques entreprises comme ça a été fait sur OpenAI à un moment donné? La techno était là, mais ce qui a fait qu'ils ont eu leur carton mondial, c'est qu'ils ont eu beaucoup d'argent en fait. Oui, à ceci près que, à mon sens, il y a une rupture entre moi ce que j'appellerais les entreprises traditionnelles en silo et la culture des plateformes. Et donc c'est plus facile pour un Microsoft d'investir chez OpenAI que pour un corporate traditionnel de mettre ne serait-ce que le centième des montants qui ont été investis, c'est 10 milliards. Ouais. Je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais vu un corporate mettre 100 millions dans une start-up en phase d'émergence. Faire du private equity, pas de problème, mais mettre de l'argent tôt, pas tellement, quoi. C'est peut-être justement là où on peut réfléchir à des politiques publiques et le rôle de l'État peut-être à travers BPI ou d'autres bras. Le premier rôle, c'est effectivement BPI, c'est-à-dire d'accélérer l'émergence de start-up. Je pense, dans une certaine mesure, commencer à avoir une articulation, par exemple sur l'environnement avec le SGPE, entre des innovateurs et des enjeux de politique publique. Donc ça, on le voit et ça marche plutôt pas mal. Après, je pense que il faut peut-être effectivement un peu bousculer un certain nombre d'entreprises. Un truc qui est en train de se passer, par exemple, c'est le plastique. Le plastique, c'est une grosse source de pollution et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de faire des systèmes résilients et circulaires avec ce qu'on appelle les trieurs optiques, donc qui sont des machines qui disent ok, ça c'est un pot de je sais pas quoi et je le mets à tel endroit. Mais en fait, si on veut que ça fonctionne vraiment bien, ce qu'il faudrait, c'est imposer aux industriels des pots normalisés, des récipients normalisés. Moi, à chaque fois que je vais dans une réunion avec notamment des NGO un peu énervés et tout ça, ils disent mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Ça fait 10 ans qu'ils disent ça. Et je pense qu'on va y venir d'une façon ou d'une autre, mais les pouvoirs publics, ils ont peur parce que, en face, il y a un pouvoir économique qui est puissant et on a du mal à y arriver. Et donc, je crois que il y a un enjeu de culture collective à cet égard. Oui. C'est-à-dire faire en sorte que tout le monde comprenne ce que c'est que l'intelligence artificielle. Absolument. Et qu'on ait quand même une culture collective de ce qu'on peut faire avec la technique, la technologie, pour réussir cette mutation. Et ça tombe bien, c'est notre rôle ici au Carnet de l'IA. Alors, tout ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Bonjour Gilles. Selon toi, quelles sont les forces de l'écosystème de l'intelligence artificielle en France ? Alors évidemment, je pense que là, on répond tous quand cette question tombe. Le premier truc, c'est les maths, les médailles Fields, etc. Oui, on en a pas mal. Ouais, et franchement, c'est vrai que le truc est dingue. À chaque fois, on nous dit ça y est, c'est fini, le pot est vide, et puis comme les élèves sont très mauvais en maths, on n'aura plus de médailles Fields. En fait, c'est pas vrai. Oui, il y en a toujours des nouveaux. J'ai lu une étude hyper intéressante qui montre que c'est horrible ce que je vais dire, mais malheureusement, l'excellence n'est pas liée à la base. Oui. C'est dingue, hein. C'est vraiment... Donc, a priori, on peut continuer à avoir pas mal de médailles Fields parce que ça se passe plutôt dans une présélection qui est assez faible, en fait. Et je dirais, il y a un deuxième truc qui est lié aux médailles Fields et aux maths, c'est
une sorte d'esprit de gestion de la complexité. Je sais pas si tu partages ça. Complètement. Tu vois ? Je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. On a un mindset, on a aussi des grands penseurs de la complexité en France, Edgar Morin et puis tous les épistémologues qui l'ont précédé. Donc c'est une spécialité aussi nationale. Et l'IA est complexe. Et c'est marrant parce que je me rappelle une fois où je parlais avec un grand chercheur qui s'appelle Yann Lequin. C'est la première fois que je le rencontrais. Non, la deuxième fois que je le rencontrais. Je lui disais, mais est-ce que tu penses que le fait que tu aies fait beaucoup d'épistémologie, parce que c'est un épistémologue à la base, ça a participé du fait que tu sois aujourd'hui une star de l'IA? Et il m'a répondu c'est marrant. Je suis pas surpris. C'est une discipline qui interroge à la fois les aspects mathématiques et d'ingénieur, mais également l'humain. Et dans la relation qu'il peut construire avec l'intelligence artificielle, il y a aussi des champs d'investigation qui sont extrêmement larges, qui ne sont pas encore complètement écrits d'ailleurs. Ouais, complètement. Ouais. Et donc voilà, c'est un truc. C'est marrant parce que c'est très anthropologique, quoi. C'est très profond. Et c'est les trucs qu'on voit le moins, mais qui sont les plus forts, en fait. Et donc, je pense que voilà, ce truc est là, il est là pour rester, et il nous donne un avantage assez fort, en fait. Et puis, je pense qu'on peut aussi ajouter qu'on a des centres de formation qui ruissellent, pour le coup, réellement, à travers le CNRS, l'INRIA, qui permettent d'avoir des générations de chercheurs et de data scientists qui sont d'un excellent niveau, et qui, forcément, peuvent contribuer à ce développement. Donc on a effectivement quelques formations qui sont extraordinaires. Là, on peut être un peu chauvin à cet égard. Je me demande si en termes de proportion de recherche, si on n'est pas en accélération. C'est-à-dire, ce que je vois, c'est que la recherche française est plus visible, probablement qu'elle l'était par le passé. Oui, mais il y a aussi des belles têtes de pont qui aident à la rendre visible dans les médias. Le cas en fait partie, évidemment. Ouais. Et du coup, ça m'amène une question. Et si on regarde du côté des faiblesses, qu'est-ce qui finalement pourrait contribuer à ralentir l'écosystème si on y prenait garde? Mais il y a pas mal de choses à dire, je pense, à cet égard. D'abord, je vais mettre un peu en vrac. En vrac, on est à 1/6 du financement par américain du venture capital, du capital risque. Oui, donc manque de financement pour nos startups. Donc ça, il y a beaucoup de raisons à ça. Il y a des raisons de l'origine, et il y a des raisons de la destination. La destination, c'est qu'il n'y a pas assez de sociétés qui sont achetées par les CAC 40. Ouais. Enfin, c'est rien, en réalité, quand on regarde, c'est impressionnant, c'est extrêmement faible. Ce qui n'est pas rassurant sur leur capacité à se transformer, d'ailleurs. Et puis, sur l'origine, le grand truc, c'est les fonds de pension. C'est-à-dire que quand on a l'argent de la retraite qui est investi sur tout support possible, alors évidemment en dollars américains, mais aussi dans tout un tas de très grandes entreprises, et puis petit à petit, à la fin, quand il reste 1% et qu'on le met dans la technologie, mais ça fait quand même des montants considérables. Ouais, d'accord. Voilà. Et les Américains, ils ont, depuis les années 60, cette culture-là, qui est très accompagnée par les 30 Glorieuses, l'accélération économique qu'ont connu les Américains. Et nous, en fait, on finance pas du tout ça comme ça, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment des gens qui ont été chercher de l'argent, souvent anglo-saxons d'ailleurs, pour créer des fonds d'investissement. Depuis une dizaine d'années, on a la BPI. Si on veut passer à une échelle supérieure, il va vraiment falloir qu'on se pose la question de comment faire. Le gouvernement essaye de pousser une mesure qui consiste à prendre une partie de l'assurance vie pour la mettre dans le private equity et le venture. Il y a pas mal de résistance à ça. Donc ça, c'est le point 1. Deuxième point, c'est moi ce que j'appelle les logiques d'écosystème. Alors, un truc qui me frappe quand je vais dans la Silicon Valley. Alors bon, Silicon Valley, c'est peut-être pas le bon exemple, parce que c'est tellement évident mais c'est le fait que c'est très facile de rencontrer les gens, et que les gens ont tous une petite partie de leur bande passante qui consiste à se dire comment je peux aider les autres. Ouais. Et ça, c'est génial. Voilà. On peut dire ce qu'on veut, ce truc-là est incontestable, il est très fort. Ça serait vachement bien qu'on ait ça aussi. Alors, je vais faire le petit quart d'heure chauvin des Hauts-de-France, 5 minutes, mais c'est quelque chose que je partage complètement sur la Silicon Valley et que je trouve qu'on retrouve pas mal ici dans l'écosystème tech autour de l'île de Technologies, et c'est sans doute une des forces aussi de notre écosystème localement. Ouais. Après, effectivement, il y a la question du financement, et je te rejoins complètement sur ce sujet qui va rester un point à traiter, peut-être au niveau européen, on verra comment ça évolue, mais qui reste un sujet. Et ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. Bonjour Gilles. Est-ce que dans les freins du déploiement de l'IA en France, il n'y a pas aussi les peurs et les craintes du grand public ? Et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour acculturer la population à l'intelligence artificielle ?
Le sujet, c'est effectivement qu'il y a une peur. Je pense d'ailleurs que la France est plutôt un pays où les gens ont assez peur. Oui. Ils ont peur de la mondialisation, ils ont peur du marché, ils ont peur de la modernité, ils ont peur de la 5G, du compteur Linky et de l'intelligence artificielle. Voilà. L'une des analyses que j'ai, moi, c'est qu'il y a beaucoup de verticalité, c'est-à-dire que ces choses sont imposées aux gens. Oui. Et donc, les gens, ils en ont marre, ils n'ont pas envie qu'on leur mette le compteur Linky sans qu'il y ait une discussion de pourquoi, à quoi ça sert. Si je débarque, je te dis, je rentre chez toi, je change le truc et je vais contrôler ce que tu fais. Ouais. Je vais savoir ce que tu consommes. Il y a peu de chances que ce soit accepté. Bon, toi, t'es un ingé ou t'es un scientifique, il n'y a pas de problème. Mais tu vas dire, mais c'est quoi mon bénéfice, moi, dans cette histoire ? T'as pas de bénéfice. Bien sûr. C'est à peu près normal que tu dises que t'es pas d'accord. Je pense qu'il y a une opposition entre les métropolitains qui parlent anglais, qui ont une aisance à manipuler la technologie, des concepts un peu sophistiqués, qui comprennent la mondialisation et qui en ont pas peur et qui en profitent. Ouais. Et puis les autres qui sont exactement l'inverse, en fait. Nous, ce qu'on pousse au Conseil national du numérique, et on a des discussions avec le gouvernement actuellement, c'est un mécanisme qui s'appelle Café-IA. Et le nom Café-IA résonne assez bien, c'est l'idée d'aller dans un café et de parler d'intelligence artificielle avec qui veut en parler. Un peu comme il y avait les cafés philo à une certaine période. Voilà, c'est de là que vient le nom d'ailleurs. Pour un retraité, ça va être est-ce que ces machines vont me faire du mal ou est-ce qu'elles vont devenir conscientes ? Pour un gamin, c'est tiens, c'est marrant, j'apprendrais bien à coder ou à faire des trucs avec ça. Pour un tel, ça va être est-ce que je vais me faire piquer mon job par de l'IA ? Et voilà, il faut discuter de ces sujets. Il y a des risques, mais il y a aussi des opportunités. On aura une culture collective de ça, plus on sera capable d'en faire notre commun, entre guillemets. C'est-à-dire de ne pas dire, en fait, notre commun, c'est une forme de consumérisme, mercantilisme américain, et on peut faire un autre truc. Je suis assez surpris de voir qu'il y a des pays comme l'Estonie, par exemple. Alors, c'est pas à la mode de dire ça, mais j'avais été assez impressionné par la Biélorussie aussi, qui ont vraiment développé des technologies pour eux, pour faire des services publics pour eux, voilà, et je pense qu'on peut le faire. Ou la Taïwan. Ouais, très bien. Ça tombe bien que tu mentionnes l'Estonie, puisqu'on a organisé l'an dernier un voyage de découverte avec la Cité de l'IA en Estonie, justement, pour découvrir ce pays qui a 99%, même plus, de ses services publics entièrement en ligne. Ouais. Et avec certaines limites, bien sûr, mais qui est inspirant pour nous, en tout cas. Écoute, merci d'avoir partagé toutes ces réflexions avec nos auditeurs. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. À bientôt.